Vie. Bonjour. Alors, notre BHL national et international, philosophe, écrivain, grand reporter, est aujourd'hui dans le nouveau studio de RCJ qui n'est pas encore fini. Mais on est content de l'avoir aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que Bernard-Henri Lévy n'était pas venu sur cette antenne. Donc, très très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous allez partager avec les auditeurs de RCJ vos réflexions, vos émotions, votre révolte, vos engagements sur ce qui se passe dans le monde, de l'Afghanistan à l'île de Lesbos, en passant par la Somalie, l'Ukraine et même la France. Ça fait longtemps que vous nous manquiez ici, mais aujourd'hui, vous allez pouvoir parler de votre livre qui sort cette semaine, Sur la route des hommes, sans nom, aux éditions Grasset, comme d'habitude, qui justement revient de façon très personnelle sur vos engagements. Mais avant de parler de ce livre, je vais le montrer quand même, si on peut le voir à la caméra. Donc, Sur la route des hommes sans nom, aux éditions Grasset. Avant de parler de votre livre qui sort cette semaine, je voulais revenir sur le choc de l'affaire Sarah Halimi, pour les Juifs de France et aussi pour les Français non-juifs et aussi pour vous. Vous avez dit à propos de la décision de la Cour de cassation envoyant l'assassin de Sarah Halimi à l'asile psychiatrique et refusant de le juger pour son crime, que cela crée un désordre insupportable dans les esprits. Bernard-Henri Lévy, qu'est-ce qui est insupportable et quel est ce désordre insupportable créé par l'assassinat de Sarah Halimi et le non-jugement de son assassin? Tout est insupportable. Les conditions de l'assassinat, moi je fais partie de ceux que cette tragédie hante, mais depuis maintenant des mois et des mois. Est insupportable le pas de deux de la justice avant de se décider à qualifier ce meurtre et à le qualifier d'antisémitisme. Mais par ailleurs, cette décision de la Cour de cassation, ce renoncement à produire du droit et à produire de la loi, je considère en effet que ça crée pour tous les Français une sorte de vertige insoutenable. Parce que, vous savez, dans une démocratie, le droit a parmi d'autres fonctions, celle de protéger les citoyens. Donner le sentiment que face à une horreur de ce genre, ils sont protégés. Il est dissuasif, il est punitif, peu importe, il est protecteur. Là, brusquement, cette idée que la consommation de cannabis vaut irresponsabilité, que cet homme, M. Traoré, est coupable mais irresponsable, brusquement, ça ouvre une espèce de béance dans le droit, dans la langue, dans la manière même dont on formule tout ça, qui est très grave pour le corps social. Donc je dis en effet qu'il y a là un trouble à l'ordre public au sens le plus profond du mot. C'est comme si le sol se dérobait sous les pas, le sol du droit, le sol des mots, le sol des mots qui ont un sens ou qui n'en ont pas, le meurtre, la responsabilité, l'antisémitisme. Brusquement, il y a eu, je crois, et c'est pour ça que cette affaire Sarah Halimi a eu un tel effet déflagrateur dans la société française, c'est que brusquement, il y a eu un moment de vertige absolu devant cette décision insupportable, insoutenable pour le corps social, à la limite de l'insoutenable, de cette décision de la Cour de cassation. Et le mot de béance, c'est ça, on a l'impression qu'il y a une béance juridique, il y a un flottement... Au-delà du juridique, un flottement dans les mots, dans la manière que l'on a de nommer la chose. D'un seul coup, plus rien n'a de sens. La responsabilité, l'irresponsabilité. Rappelez-vous, comme il y a des décennies, les gens avaient glosé sur responsable et pas coupable dans une toute autre séquence d'histoire. Là, c'est l'inverse. C'est coupable mais pas responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut plus rien dire. Et quand les mots ne veulent plus rien dire, et quand cette vidange du sens vient de ceux qui sont une des plus hautes autorités de la République, ça crée en effet un très très grand malaise
dans la civilisation républicaine, démocratique, française. Ça a commencé par la difficulté à dire que c'était un crime antisémite. C'est ce que je vous disais en commençant, juridique. bien sûr. Ouais. C'est ce temps qu'il a fallu pour vaincre pour vaincre les résistances de ceux qui ne voulaient pas l'admettre est incroyable. Un homme qui a lui-même fait l'aveu de la motivation antisémite de son crime. C'est la vision de cette dame juive portant son judaïsme haut, obéissant au commandement. C'est ça qui l'a rendu fou. Et la façon dont la justice a tergiversé, a hésité, où il a fallu s'y reprendre à 2 fois avant de dire il y a de l'antisémitisme, était Alors pourquoi, également... à votre avis? Pourquoi c'était parce avant que même les de juges, parler de la marijuana, du joint, du délire? Parce que les juges sont des humains comme les autres, parce que les institutions, fussent-elles invitées à la plus haute sagesse, elles baignent dans la société, et en l'occurrence, tout ça baigne dans ce machin que les Français connaissent bien, qui s'appelle la culture de l'excuse. La culture de l'excuse, elle n'a pas pour seule victime des intellectuels approximatifs ou des sociologues foutraques, elle peut aussi affecter les juges. Une juge ou un juge d'instruction. Et voilà. Ou des journalistes, parce qu'on a eu beaucoup le problème à propos d'Hypercacher. Pendant 24 heures, c'était des otages assassinés à l'Hypercacher en 2015, voilà. Et pas des otages juifs qui faisaient leurs courses de Shabbat. On avait cette traité, on parlait des journalistes là. Bien sûr. Mais ça veut dire parce que les gens, et ils ont raison d'ailleurs, ils ont une révérence à l'endroit de la justice, ils la respectent, puisqu'encore une fois, elle a cette fonction dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une des clés de voûte de la société, d'une société républicaine bien nouée, d'un lien social républicain bien noué. Et qui a des bonnes lois contre le racisme et qui a des bonnes lois, et qui a des lois très avancées, des lois protectrices. Mais cet appareil judiciaire-là, il est lui aussi susceptible d'être envahi par cette espèce de monstruosité moderne que l'on appelle la culture de l'excuse, c'est-à-dire la négation de l'idéologie en général, en l'occurrence antisémite, diluée dans les conditions sociales, dans la misère urbaine, et ainsi de suite. Alors l'excuse, bon, ça, on va parler du fameux joint de marijuana, etc. L'excuse, en l'occurrence, c'est qu'il était drogué. L'excuse, c'est qu'il était de conditions modestes. L'excuse, c'est qu'il a sûrement eu une enfance difficile. Enfin, c'est ce qu'on entend dans la bouche des sociologues et que nous sommes un certain nombre à trouver révoltant. Eh bien là, c'était non pas dans la bouche, mais dans la tête, visiblement, des gens qui ont eu à instruire cette affaire. Donc, on a tardé à dire c'est antisémite. Et puis ensuite, une fois qu'on a dit que c'était antisémite, on a dit que quand l'antisémitisme était inspiré par une bouffée délirante, il était excusable. Or, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un passage à l'acte antisémite qu'une bouffée délirante? À ma connaissance. Ou alors il faut qu'on nous explique que l'antisémitisme est une pensée rationnelle, une idéologie comme une autre. Non, on sait bien. Hitler, c'était une bouffée antisémite délirante, une bouffée délirante à la seconde. Un antisémite français d'hier ou d'aujourd'hui, c'est des bouffées délirantes récurrentes. Voilà. Donc tout ça a vraiment était, je trouve, un électrochoc, nauséabond, triste, et c'est de cela que vient, je crois, cet électrochoc qui a saisi la société française, au-delà des Juifs. Y compris le président de la République. Y compris le président de la République qui a eu, comme souvent dans ces affaires, qui a eu le réflexe juste tout de suite, en disant, le besoin de procès à Jérusalem, et 2, à la limite d'ailleurs de la violation, de la séparation des pouvoirs, besoin d'une nouvelle loi.
Ouais. Voilà, mais il y a des moments, vous comprenez, où le sentiment de justice est tellement offensé que on ne peut pas s'en tirer sans qu'il y ait en effet ces micro-infractions, en l'occurrence à la séparation des pouvoirs, et pour ce qui me concerne, au respect dû à la justice. Voilà. Moi, je respecte la justice, sauf quand elle prend une position aussi monstrueusement dangereuse que celle-là. Là, il faut avoir le courage de dire que la justice, à cet instant, n'est pas respectable. Oui, et il reste un mystère du juge quand même, parce que c'est la Cour d'appel, puis la Cour de cassation. Donc, il y a quand même... c'est pas un mystère. Encore une fois, mais c'est pas un mystère. Les juges, je vous répète, l'idéologie dominante d'un moment, c'est comme une espèce de vase dans laquelle les citoyens pataugent jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, parfois jusque-là, quel qu'il soit journaliste, qu'il soit intellectuel, oui, qu'il soit commerçant du coin de la rue, ou qu'il soit juge à la Cour de cassation. Ils sont l'idéologie, on sait ça. Moi, je sais ça depuis ma jeunesse marxiste, depuis ma jeunesse althusérienne. L'idéologie, c'est ça. C'est pas un égarement dont seraient exempts les plus articulés, les plus sophistiqués des esprits. Non, c'est un corps, c'est un système de passion, un système d'aveuglement construit dont nous sommes tous susceptibles d'être prisonniers, y compris d'ailleurs vous ou moi. Mais quand on le sait, on fait attention, on lutte contre, Eh bien, en l'occurrence, les juges, probablement, ne le savaient pas. Peut-être ont-ils été eux-mêmes aveuglés par cette espèce d'image d'une justice transcendante, au-dessus des passions, comme une sorte d'éther planant au-dessus des... Avec cet argument, alors vous avez certainement vu la tribune de Daniel Zaguri dans Le Monde. C'était le seul expert devant la Cour d'appel et la Cour de cassation, non, devant la Cour d'appel, qui a refusé justement de donner l'excuse de la bouffée délirante. C'est le seul sur les 7 experts. Il écrit, il va dans l'autre sens, il dit certains sont délirants, hallucinés, cessez de déclamer avec des trémolos dans la voix cette phrase méprisante qui répète qu'à l'instar des objets et des animaux, on ne juge pas les fous. Et lui, il reprend l'exemple, qu'en est-il de ces sujets déséquilibrés, de plus en plus nombreux, depuis la désintégration de Daesh, qui s'auto-saisissent d'une injonction islamiste radicale à tuer? On en a pas mal, des déséquilibrés. Mais chère Annette Lévy-Villard, moi j'ai passé tant de temps de ma vie, et notamment des derniers mois, à enquêter sur ça. Justement, sur les gens de Daesh, qui étaient en face des Kurdes irakiens, les gens de Daesh qui étaient en face des femmes combattantes du Rojava. Ces gens de Daesh, ouais, tous les témoignages concordent. Complètement défoncés. Oui, ils prennent du Captagon, parce que c'est la drogue qu'ils ont à disposition. Bien sûr. Voilà. Donc, cette idée... Il faut vraiment ne juge pas les fous, ça tombe directement dans l'excuse. En tout cas... Ils sont défoncés. Ils sont pas fous. Alors après, évidemment qu'il y a, depuis le début du XXe siècle, un grand progrès de civilisation qui fait que quand quelqu'un est en effet victime d'une pathologie profonde, il est irresponsable. Mais là, c'est pas le cas. Défoncé, c'est pas fou. Et d'ailleurs, Zaguri a dit une deuxième chose. Exactement. Très importante. Et hélas, moi, qui me donne envie de pleurer. Qu'est-ce qu'a dit Zaguri? Il a dit que dans son service, Traoré passerait pas plus de quelques mois. Voilà. La soi-disant peine de sûreté de 20 ans. Comme, en effet, les hôpitaux psychiatriques, depuis, mettons, Michel Foucault... ne sont pas des prisons. Ne sont pas des prisons, voilà. C'est fait pour soigner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver d'un type Traoré, un assassin qui n'est pas fou, qui n'a pas de pathologie, qui n'est pas justiciable d'une médication. Qu'est-ce qui se passe? Qui est guéri. Voilà. Et bien, vous verrez, moi, je vous fais le pari ici. Nous aurons dans quelques mois, quelques années, mais je crois quelques mois, nous aurons à affronter cet autre débat immonde.
qu'est-ce qu'on fait de Traoré le jour où l'hôpital psychiatrique dans lequel il est supposé purger une peine de sûreté de 20 ans va dire, attendez, nous, c'est pas notre boulot. On ne va pas lui donner des médicaments comme d'envol au-dessus d'un coup. Heureusement, les asile psychiatriques en France ne sont pas des prisons. Voilà. Eh bien, vous verrez que ce problème va être soulevé et que tous ceux qui ont encouragé ou déclaré comprendre cette décision des juges vont être confrontés à l'impasse civilisationnelle dans laquelle nous sommes plongés. Pour terminer, parce que ça va exactement dans votre sens. Il termine, donc, Daniel Zaguri termine par dimanche 25 avril, c'est-à-dire la manifestation du Trocadéro et dans d'autres villes de France. Ce n'est pas une foule haineuse qui a réclamé vengeance, mais le peuple qui a demandé justice. Il arrive que l'intelligence et la sensibilité collective soient en avance sur les spécialistes, les experts et l'état du droit. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que l'opinion publique va forcer à l'écriture d'une loi qui évite de se retrouver dans ce genre de situation. Mais comme souvent, c'est pour ça que tous ceux qui nous ont dit pendant toutes ces semaines, il y a eu une sorte de résignation, y compris, moi j'ai entendu chez des amis personnels, une résignation à cette espèce de diction du droit à laquelle on ne pourrait rien. Non, le droit peut se tromper. Le peuple peut faire en sorte que le droit soit réécrit. Le droit est une matière vivante. Les juges ne sont pas infaillibles. La démocratie, c'est un régime qui permet et qui même contraint à une espèce d'indéfinition perpétuelle et de réécriture perpétuelle du droit. C'est ça la démocratie. Donc, et je ne comprends pas comment. Loi. Oui, et je ne sais pas vraiment, chère Annette Lévillard, d'où vient que tant de nos concitoyens et parfois tant de juifs se soient résignés, d'où vient qu'ils se soient résignés si vite à cette espèce de fatalité. Voilà, le droit a dit que, non, quand le droit a dit que et que le droit se trompe et que le droit n'est plus juste, il appartient aux citoyens, il appartient au peuple du Trocadéro et à tous ceux qui n'étaient pas au Trocadéro mais dans d'autres villes de France ou qui étaient devant leur télévision et qui n'en pensaient pas moins, d'inspirer une réécriture de la loi. Et c'est comme ça que marche la justice dans un pays démocratique. Et les juges n'ont pas à s'offusquer. Et quand le procureur Molins, pour lequel j'ai par ailleurs le plus grand respect, vient dire « mais qu'est-ce que c'est que cette façon de remettre en cause la justice ?» Cette façon, ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle l'invention démocratique, comme disait jadis Claude Lefort. Ça s'appelle l'invention démocratique. Voilà, une sorte d'initiative populaire, citoyenne, qui fait qu'on n'est pas en théocratie, que les droits ne sont pas sacrés. Elles sont sujettes à réévaluation et réécriture. Et un progrès. Mais Bernard-Henri Lévy est sur cette antenne donc, de RCJ. Moi, je pense qu'il faut quand même rappeler que ces illuminés, défoncés, terroristes de la haine ne tuent pas et ne visent pas que des juifs. Parce qu'on a eu Samuel Paty, on a cette jeune femme policière qui a été poignardée. Je veux dire, ces illuminés terroristes, aujourd'hui, s'attaquent à notre pays, à notre civilisation, et pas simplement aux juifs. Il n'y a pas que l'antisémitisme. Cela va sans dire. Même mais si... c'est mieux en le disant. Oui, mieux en le disant, même si il y a aussi aujourd'hui une recrudescence très inquiétante de l'antisémitisme en France, à laquelle ne participent pas les grandes institutions républicaines, à laquelle résistent ceux qui ont la charge de l'ordre public, à la réserve près, cette fois-ci, de la justice et de la Cour de cassation. Voilà. Alors heureusement que la grande majorité des parlementaires, la grande majorité des maires de grandes villes et le président de la République ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Voilà. L'essentiel est sauf. Mais enfin, vrai désordre républicain venu de l'endroit où, en principe, les institutions ont leur clé de voûte. Vous êtes très inquiet de l'antisémitisme qui se développerait en France depuis
quelques années. Ça vous inquiète? Oui, bien sûr que ça m'inquiète. Je suis combatif et je pense qu'il faut il faut les vaincre, ces antisémites, qu'il faut y opposer une digue forte, mais qu'ils montent. Oui, et des deux côtés de l'échiquier politique, qu'ils se banalisent, oui, et des deux côtés de l'échiquier politique, ça c'est évident, et cela m'inquiète beaucoup. Est-ce que vous dites aussi que vous êtes très inquiet de la montée de la haine en général, en France en particulier? C'est ce que je dis dans le livre. Dans le livre, oui. Je dis que je suis frappé par cette espèce de méchanceté, d'inhumanité que je sens nouvelle. Moi, vous savez, ça fait longtemps que j'écris des livres. Oui. Je n'ai jamais ressenti comme aujourd'hui. Et c'est pas, les gens disent les réseaux sociaux, tout ça, c'est devenu l'explication universelle. C'est pas seulement ça. Il y a dans la société française d'aujourd'hui un taux d'inhumanité, de cruauté à l'égard du prochain, de retour des pratiques de délation, par exemple. On l'a vu pendant la crise sanitaire, moi qui m'effraie, oui, bien sûr. Ça, c'est nouveau, vous pensez? Non, c'est pas nouveau. Mais ça sort. C'est pas nouveau, mais ça s'exprime. Mais je trouve qu'on est l'histoire de France, l'histoire d'un pays. C'est voilà, il y a des moments de crise et il y a des moments de gloire. Ben là, je pense qu'on est dans un moment de grande crise. Et l'idée démocratique, l'idée républicaine et l'idée libérale, ces trois piliers de la France telle que moi, elle me semble vivable, je crois qu'elles sont en crise, ces trois idées-là, comme elles l'étaient dans les années 30 et comme elles l'étaient à la fin du 19e siècle. La culture libérale, démocratique et républicaine en France, elle a vécu deux grandes crises dont elle a failli ne pas se relever. L'une au moment de l'affaire Dreyfus, l'une qui a conduit à Vichy dans les années 30. Ben, je pense qu'aujourd'hui, avec la tenaille, pour aller très vite, Le Pen-Mélenchon, avec on a vu ça d'ailleurs il y a quelques jours, le jour du 1er mai, hein, cette espèce de coïncidence des calendriers qui fait qu'on les a vus tous les deux s'exprimer et exprimer leurs appétits. Il y a là quelque chose qui témoigne, à mon avis, de la troisième grande crise de la conscience libérale, démocratique, républicaine de la France moderne. Qui risque de s'exprimer dans un an. Qui pour l'instant, annonce qu'elle a bien l'intention de s'exprimer. Oui, parce qu'il y a la question du Front républicain qui a quand même toujours fonctionné dans ce pays. Enfin, le Front républicain est devenu un front de pêcheurs à la ligne. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est à droite et à gauche, d'ailleurs. À droite et à gauche. Ouais. Il y a là quelque chose de tout à fait glaçant. Et la manière dont la presse, dont les commentateurs s'en accommodent, le commentent. Je voyais le soir du 1er mai, j'entendais les commentaires sur le discours de Marine Le Pen, sur cette espèce de culot insensé avec lequel elle a dénoncé par avance le chaos dans lequel plongerait la France une réélection du président actuel. Commentateur avait l'air de trouver ça, une petite phrase comme une autre, banale, témoignant d'une grande habileté politique chez les uns, coup d'intelligence politique chez les autres. On a l'impression qu'il n'y a plus de ligne rouge, parce que quand même on maintenait un cordon sanitaire autour de Jean-Marie Le Pen et plus tard autour de sa fille et du Front National. Il y a l'impression que le fameux cordon sanitaire, il est très, très c'est pas qu'on a l'impression, c'est que abîmé. Il a été officiellement tranché. C'est pas seulement abîmé. Il y a eu quand même... Moi, je suis de ceux, je crois, dans le temps, hein, quand le Front National est arrivé sur la scène politique, qui ont vraiment promu et peut-être même parfois formulé cette théorie du Front républicain et du cordon sanitaire. Je me rappelle, il y a 30 ans, dans le premier ou le deuxième numéro de La Règle du Jeu, qui a 30 ans en ce moment, ma revue, il y avait j'ai écrit un long texte, un essai qui s'appelait « Penser Le Pen », « Penser ER Le Pen », et dont l'un des thèmes était en effet une espèce de théorie philosophique et politique de cette histoire de cordon sanitaire.
Mais attendez, ça fait 30 ans que cette idée est attaquée par la droite, par la gauche, qu'on nous traite de sectaires, qu'on nous traite de joueurs avec le feu. Et c'est vrai que ça a fini par céder. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien, bien sûr. Il y a cette banalisation recherchée par l'Assemblée nationale, on la lui a offerte. Et regardez, régulièrement, il y a un événement. Vous voyez comme l'histoire est sarcastique, comme elle est moqueuse. Il y a un événement régulièrement qui vient rappeler que c'est les mêmes, que la fille est le père, que la fille est bien la digne fille de son père. Là, il y a quelques jours, l'affaire Valeurs Actuelles. Ce carteron de généraux à la retraite et parfois en activité. Ouais. Elle n'a pas pu s'empêcher. Le père et la fille, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, d'une seule voix, à quelques heures d'intervalle, ont salué, encouragé cet appel à la guerre civile venant, là encore, de ceux qui ont pour mission d'être parmi les gardiens de l'ordre. De la République. Donc voilà un exemple qui devrait démontrer à ceux qui se prennent à en douter que ça n'a pas changé, que le Rassemblement national et le Front national, c'est la même chose. Voilà un cas, mais il y en a eu d'autres. Il y avait il y a 5 ou 6 ans cette interview au Haaretz où Marine Le Pen, interrogée sur l'antisémitisme, avait répondu d'une façon que n'aurait pas des aveux. Il y a tous les 3-4 ans quelque chose qui prouve piqûre de rappel que ceux qui étaient partisans, en effet, cordon sanitaire, le mot est peut-être pas juste, mais ceux qui étaient partisans de traiter le Front national comme un parti pas comme les autres avaient raison. Voilà. Après, les gens votent pour ce qu'ils veulent, mais ils devraient appartenir aux Républicains de dire votez pour qui vous voulez. Enfin, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas juste une droite un peu plus extrême. C'est pas juste les gens qui remplacent la gauche dans la fonction tribunicienne, parce que c'est tout ça qu'on lit. Des espèces de théories de vases communicants, le peuple, les classes moyennes. Les gilets jaunes ont montré qu'il y avait l'osmose entre cette extrême gauche et extrême droite. On voyait plus très bien qui était à gauche, qui était à droite. Oui, mais c'est pas fini. C'est la définition, c'est l'une des définitions du fascisme. Ce court-circuit de la gauche et de la droite. Cette espèce de valse des signifiants, cette constitution de molécules politiques brune, rouge et rouge, brune, c'est ça quand le fascisme est en marche. C'est exactement ça. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que les gilets jaunes étaient des fascistes, c'est pas la question, mais que certains de leurs leaders aient été en effet les artisans d'une possible synthèse fascisante, ça me paraît évident. C'est ce qui a motivé, depuis le premier jour pour ce qui me concerne, mon soutien évidemment à un certain nombre des revendications du mouvement, mais ma très grande méfiance à l'endroit de cette idéologie factieuse, de cette haine des élites, de cette haine de la démocratie parlementaire et représentative, etc. En plus, j'ai eu le réflexe instantanément. Oui. Vous savez, le premier samedi, c'est même, ça me fait presque, c'est même très étrange pour moi. Le premier samedi de mobilisation des Gilets jaunes, il se trouve que j'étais l'invité le lendemain ou le soir même peut-être. J'étais l'invité de la convention des amis du CRIF, je crois. Vous pouvez retrouver. Oui. Et j'ai fait mon intervention, elle est publique, elle a été publiée sur le site du Point le lundi, donc 2 jours après. J'ai consacré mon intervention à ce phénomène naissant, les Gilets jaunes. J'ai à peu près dit ça. Voilà, il ne suffisait pas d'être en colère qu'il y avait plusieurs types de colère, qu'il y avait une colère républicaine et une colère factieuse, etc. etc. Et c'est étrange, je suis retombé sur ce texte, donc prononcé au CRIF, dans les amis du CRIF, il y a donc 2 ans et demi. J'y changerai pas grand-chose aujourd'hui.
Il va falloir refaire des leçons d'histoire sur ce que c'est que le populisme, brun-rouge, reparler de Mussolini. Il va falloir faire une piqûre, encore une fois, de rappel. Et on a quand même vu tous en direct ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'assaut contre le Capitole. Dans la plus grande démocratie au monde, on n'était pas à l'abri de dérapages de ce genre-là. Donc, on n'est pas complètement terminé. Alors, donc, on va pouvoir enchaîner sur votre livre, Bernard-Henri Lévy, que je remontre, Sur la route des hommes sans nom, qui sort cette semaine chez Grasset, qui répond pour moi à la question du pourquoi. Pourquoi courir le monde en première ligne à chaque catastrophe, massacre ou guerre? Alors, moi, je vous connais depuis très longtemps, et je vous ai toujours vu partir comme une flèche chez les Kurdes, ou à Sarajevo, sous les bombes des Serbes, ou en Afghanistan, ou en Ukraine, ou en Libye, ou en Somalie. Il n'avait jamais d'hésitation. Bon, vous partez comme ça, et sur un champ de bataille dangereux, improbable, inconnu souvent, pour écrire, filmer, et en rentrant, mobiliser les opinions et les gouvernements à prendre... d'assaut aussi l'Élysée, de façon de parler, d'essayer de faire passer le message au sommet de l'État avec du succès parfois et parfois sans succès, mais agir, c'est des grands reportages que vous republiez aujourd'hui sur la route des hommes sans nom, qui sont des reportages Bernard Lévy que vous avez fait pour Paris Match et d'autres magazines, mais c'est plus que des reportages, c'est-à-dire que vous allez voir. Et après, vous agissez. Vous dites vous-même, je ne suis pas journaliste. Un journaliste, il raconte, mais il n'a pas l'intention de changer la situation. On donne l'information, comme notre nom l'indique. Et donc, vous définissez dans ce livre très personnel, qui donc répond pour moi à la question de pourquoi part-il comme ça. Et vous parlez beaucoup de la guerre d'Espagne, des brigades internationales où votre père a été quand il était jeune, qui est resté pour vous une image héroïque et formidable. Et j'ai l'impression que, en fait, le temps des brigades internationales, des Hemingway, des Malraux et de votre père André Lévy, pour vous, n'est pas fini. Ce temps-là est toujours présent pour vous. Le temps de la guerre d'Espagne et des brigades internationales. Le temps oui, enfin en tout cas l'esprit qui a inspiré mon père et qui a inspiré les écrivains dont vous venez de parler, il est immortel. Un, et deux, il est souhaitable qu'il reste des fils, des filles, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui gardent cette étincelle-là, bien sûr, que le réflexe d'indignation devant l'horreur, le réflexe de refuser l'idée atroce qu'il y aurait des humanités locales, le réflexe qui consiste à dire le sort de mon prochain... le sort de mon lointain m'importe autant que celui de mon voisin. Ce réflexe-là, au contraire de ce que dit Le Pen. Oui, bien sûr, il y a Le Pen, l'histoire de et Trump. Et Trump, oui, mon voisin, mon cousin, et puis il y a ce que dit Montesquieu, où il dit qu'un humain civilisé, c'est quelqu'un à qui le sort de son concitoyen importe autant que celui de son cousin, le sort d'un Européen autant que son concitoyen, ainsi de suite. Donc, ces réflexes-là, ces idées simples, moi, en effet, elles m'animent depuis ma jeunesse, et je les tiens de cette génération d'aînés que j'ai toujours en tête. Et je raconte dans le livre comment, quand je me retrouve à quelques centaines de mètres d'altitude, à pic sur un piton rocheux en Irak, et que j'ai peur, et que je me demande je pense en effet à mon propre père, héros de Monte Cassino, décoré par le général Diego Brosset pour sa bravoure. La campagne d'Italie. Campagne d'Italie, oui. La bataille de Monte Cassino, la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est un des moments vraiment, un des tournants de la Seconde Guerre mondiale et de la libération de l'Europe. Et à l'assaut des 2 pics de Monte Cassino, il y avait des fantassins polonais soutenus par des fantassins qu'on appelait juifs, une unité de juifs indigènes dont mon père faisait partie, c'est-à-dire des Français. Français depuis le décret Crémieux, à qui on avait retiré leur nationalité française et qui s'étaient engagés dans les forces françaises libres. C'est eux qui ont remporté cette bataille de Monte Cassino. Mon père était ambulancier, c'est-à-dire qu'il allait. Je rapporte dans le livre, je reproduis la citation au feu dont il a bénéficié de la part de son chef, le général Brosset, qui est une légende de la France libre. Il allait sous le feu, au-devant des lignes ennemies, chercher ses camarades blessés. Bon, ben voilà, tout ça pourquoi ? Pour la libération de l'Europe. Tout ça parce que le dernier mot ne devait pas rester au fascisme. Donc, voilà, j'ai de la mémoire. Et avoir de la mémoire, c'est des réflexes qui reviennent, des réflexes politiques qui reviennent. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le voyage. Moi, j'ai trouvé magnifique vos pages sur pourquoi il faut voyager. Je me suis dit, il faut absolument qu'on voyage. Quand vous expliquez pourquoi il faut aller voir, en citant tous les anciens, commencer par Ulysse. Voilà, oui. Alors, il y a 2 types de voyages, justement, du temps des anciens. Il y a le voyage d'Ulysse et il y a le voyage d'Énée. Le voyage d'Ulysse, il est très beau parce qu'il est semé d'embûches, d'épreuves physiques, intellectuelles et morales. Mais le voyage d'Énée est encore plus beau parce que Énée ne sait pas où il va. Ulysse, il rentre chez lui. Il retourne à Ithaque. Énée, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas qu'il est le fondateur d'une ville, Albe-la-Longue, qui va être elle-même l'origine d'une ville, Rome, qui va être elle-même l'origine de l'Occident, ou des Dômes, voilà. Et ça, cette idée du voyage vers l'inconnu, du voyage sans vraie destination, est une idée qui est, je crois, encore plus belle. Et je crois que c'est un des moyens que les humains ont trouvé de ne pas être enfermés en eux-mêmes, de s'ouvrir à l'autre, à l'altérité, à l'étrangeté. C'est une des manières qu'ils ont trouvé de s'étrangéiser. Voilà. Alors on peut s'étrangéiser par l'étude, on peut s'étrangéiser par le voyage. Et moi je sais que quand je suis à Mogadiscio, quand je suis sur la ligne de front du Donbass, quand je suis avec les femmes combattantes syriennes, je ne sais pas comment vous dire, je suis kurde syrienne, je suis dépouillé de moi-même, je ne suis plus Bernard-Henri Lévy, personne ne me connaît, personne ne fait attention à moi, je n'ai ni les préjugés désagréables, ni même les préjugés amicaux. Je suis un humain parmi d'autres. Et là, vraiment, c'est un moment, pas la guerre j'en ai horreur, mais le voyage, être dans l'ailleurs absolu, c'est une épreuve, une réinvention de soi, une mise à l'épreuve de l'humain en soi, que je trouve tout à fait féconde. Alors moi, je pense que je vais recommander à tout le monde de lire votre livre pour Bernard Lévy sur le voyage, parce qu'on se rend compte qu'il faut voyager. Quand on lit vos pages, on se dit, mais au secours, il ne faut pas rester comme ça, là où on est, dans notre confort mental, émotionnel. Il faut aller voir, quoi. Et d'autant plus quand on sort d'une période où, pour de bonnes raisons, certes, mais où on nous a seriné de rester chez nous. Oui. C'est quand même ça qu'on a vu sur nos écrans de télévision. Moi, c'était d'ailleurs... ça ne vous a pas empêché de partir ? Non, ça m'a pas empêché de partir. Mais ça m'a fait trouver le monde un peu surréaliste quand je revenais. C'est-à-dire, moi, je revenais donc du Nigeria, où j'avais essayé de rapporter la voix des chrétiens massacrés et peut-être au bord du génocide.
Et j'arrive, je branche la télévision et je vois en tête d'écran « Restez chez vous ». Voilà. Et puis chez les plus raffinés, pour être solidaire, restez chez vous. Bon, alors je comprends, bien sûr, il y avait des raisons. Mais enfin, il est important de dire aussi que lorsque cette pandémie sera terminée, lorsque nous serons tous vaccinés, il faut très vite recommencer à ne pas rester chez nous, quand on le peut, bien sûr. Quand on le peut, physiquement, par la pensée, par la lecture. Mais enfin, le commandement de rester chez soi, ça ne peut être qu'un commandement d'exception. Ça ne peut être qu'une recommandation d'exception. Ça ne peut pas être l'ordinaire. Ou alors, écrivain, philosophe, et vous pourriez, comme beaucoup d'autres écrivains et philosophes, écrire devant votre fenêtre, au coin d'une table, dans un café, et pas aller voir, quoi. Voilà, mais moi je raconte. Alors ce livre, il est aussi une esquisse de biographie générationnelle. C'est une biographie. Voilà, mais pas seulement de moi. C'est pas seulement une autobiographie, c'est une autobiographie générationnelle. Et moi, je suis le produit d'une génération qui a eu beaucoup de défauts, mais qui a eu aussi quelques mérites. Et l'un des mérites, c'est qu'elle a marié Spinoza et Husserl, ou plus exactement les deux Husserl. Voilà, le Husserl des sciences logiques, le Husserl quasiment wittgensteinien, le Husserl de l'abstraction la plus absolue, et puis le Husserl du retour aux choses mêmes et de la grande colère du monde. Donc ma génération, elle a eu ce mérite-là de respecter deux choses: la grande pensée, la pensée articulée, la pensée sophistiquée, la pensée la plus gorgée de savoir, et puis le terrain, les choses, le concret, le bonheur parfois et souvent la souffrance des hommes. C'est vraiment ces deux pieds-là sur lesquels, je crois, ont marché les meilleurs de ma génération. Voilà. Et je raconte ça dans ce livre. Et ce livre, il est ce credo. La première partie du livre s'appelle « Ce que je crois ». Tout ça est vraiment le produit, le surjon de ce climat-là que je vous décris, qui était celui de ma jeunesse, mais qui est toujours là. Mais la preuve, c'est que vous repartez, voilà. Vous repartez sans cesse. Et comme dirait un grand sage juif, il est interdit d'être vieux. Voilà, Rabbi Nachman de Braslav, il est interdit d'être vieux. Bah alors on l'aime. Pas de vieillir. Vieillir, on vieillit. Vieux. Mais être vieux, cela est interdit. Et ça, c'est un vrai commandement. Autant rester chez vous, ça ne peut pas être un commandement, et encore moins pour un juif d'ailleurs. Je suis totalement d'accord. Voilà. Autant interdit d'être vieux, oui. À propos justement de votre livre sur l'esprit du judaïsme, vous expliquez que retour à l'être juif pour vous, Bernard-Henri Lévy, c'était aussi passer par Luanda, Addis Abeba et Gaza. Ça fait partie de votre, par retour au judaïsme, et de votre conscience d'être juif. Oui, moi je crois que être juif, c'est pas s'enfermer dans une communauté. Je crois que c'est s'ouvrir au reste de l'humain, à partir évidemment d'une communauté, d'une pensée, d'un enseignement, de réflexes, comme je le disais au début de notre conversation, mais s'ouvrir à l'humain, évidemment. Vous n'êtes pas pour le communautarisme? Non, je ne suis pas pour le communautarisme. Et je crois surtout que ce n'est pas cela qui est demandé, et ça j'essaie de le dire aussi, c'est pas cela qui est demandé à un juif. Et même les plus savants des juifs, en tout cas parmi mes amis, vous diront que s'il y a une vocation messianique portée par le peuple juif, c'est pas seulement de se sauver soi-même, c'est d'escorter les autres humains sur le chemin de leur rédemption, d'être là comme une sorte de petit aiguillon qui escorte l'humanité dans son ensemble, l'autre homme, sur le chemin de sa rédemption. Vous savez, c'est le message de Lévinas, bien sûr, mais c'était le message de Rosenzweig, c'était le message de Martin Buber. C'est ça, être juif. Alors, vous
Et j'ai l'impression, dans ce livre-là, ouais. ce livre qui m'emmène en effet dans des endroits impossibles, improbables, qui semblent aux antipodes de l'être juif, ou voire même d'ailleurs, qui m'emmène à Ninive. Il y a dans ce livre des voyages dans les Ninives modernes. Ben, je crois que j'ai rarement été aussi juif que dans ce livre. Voilà. J'ai rarement été aussi juif que dans les aventures que retrace ce livre. Je pense que vous avez rarement été autant vous-même que dans ce livre, parce qu'effectivement, la moitié de ce livre, à peu près, je ne sais pas, les 200 premières pages à peu près, sont quand même sur, je sais pas un bilan, mais c'est effectivement une biographie de vous, et une autobiographie de vous, en même temps une biographie du monde et une autobiographie. Et je pensais à ce qui se passe avec Philip Roth, notre grand écrivain américain, qui a accepté qu'on fasse son autobiographie, qui a confié sa biographie, son autobiographie, sa biographie à Blake Bailey, qui est un spécialiste des biographies, qui est maintenant rattrapé par une histoire de viol, etc., dont le livre n'est plus imprimé. Et je me disais, mais Philip Roth, il aurait dû lui-même faire sa vraie biographie et pas demander à quelqu'un d'autre. Donc je trouve que vous avez totalement raison. C'est plus prudent. Oui. Totalement raison de prendre votre plume et de dire, ben voilà, moi je veux transmettre aujourd'hui ce que vous dites, transmettre pourquoi j'y suis allée, quoi. Oui, pourquoi j'y suis allé, comment, animé par quelle sagesse et quelle folie. Hein, ce livre, c'est le mot de Rimbaud, hein, histoire de mes folies. C'est bien sûr qu'il y a des choses totalement déraisonnables dans ce livre et dans l'aventure qu'il retrace. Puis il y a aussi des choses qui me paraissent empreintes d'une grande sagesse. Ce mélange-là de sagesse et de déraison. Oui, je crois que c'est... En tout cas, j'avais envie de le transmettre aux jeunes gens d'aujourd'hui, à mes contemporains très jeunes. Mais je confirme, Bernard Lévy, que vous avez raison de ne pas confier la tâche à quelqu'un d'autre, parce que vous faites ça très bien, d'expliquer ça avec... Je ne suis pas sûr de faire ça très bien, mais je suis certain que les autres le feraient très mal. C'est-à-dire que quand je vois ce qui, de mon vivant, s'imprime sur moi... Hein, qu'est-ce qui se passera le jour où je ne serai plus là, moi-même, pour monter la garde, pour empêcher que les plus spectaculaires imbécilités s'écrivent. Alors, il y aura mes enfants, il y aura mes quelques lecteurs les plus fidèles, mais enfin, je suis content tout de même d'avoir l'occasion dans ce livre de faire quelques mises au point. Alors, pour vraiment résumer cette espèce de mouvement qui vous agite, frénétique, vous dites même parfois. Pour moi, le mot-clé, c'est insupportable. Ce qui vous est insupportable. Pourquoi vous démarrez comme ça, vous foncez prendre l'avion, alors que ce soit la Bosnie sous les bombes, vous avez été très souvent, en prenant le risque à chaque fois, quand même, d'avoir un sniper qui vous descende à Sarajevo, ou la Libye du colonel Kadhafi, ou la Libye à nouveau. Vous racontez comment vous êtes tombé dans un guet-apens en retournant encore une fois en Libye, alors que tout le monde vous avait dit qu'il ne faut pas le faire. Moi d'ailleurs, je pense. Et l'injustice faite au peuple kurde, les injustices faites au peuple kurde, tout ça fait que ça vous semble intolérable et vous y allez. Et pour moi, c'est ça, insupportable, intolérable, bon, qu'importe. Et pour moi, c'est le mot-clé du mouvement... l'art de la fugue, comme vous dites dans votre livre. Pourquoi vous partez comme ça? Le mot-clé, c'est le mot de Jean Seberg, à la fin, je crois, de Pierrot le Fou. C'est le mot dégueulasse. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, dit Jean Seberg. Moi, il y a des moments où je trouve que le monde est dégueulasse. Voilà. Il est un peu plus qu'injuste. Il est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Et quand j'ai le sentiment que la dégueulasserie règne... en effet, je n'ai pas de repos tant que je n'ai pas trouvé le moyen de contribuer à la documentation de cette dégueulasserie. Alors, je le fais de toutes les manières possibles. Je le fais quand je n'ai pas besoin de me déplacer, quand c'est totalement évident, très bien, je reste chez moi. Mais quand j'ai l'impression qu'il faut en plus
qu'il faut que personne ne le fait, ou que peu de gens, que trop peu de gens le font. Ben voilà, moi, il se trouve que j'ai de l'énergie, j'ai de la santé, j'ai du temps. Ben dans ce cas, je vais voir et je rapporte ce que je vais voir. C'est ce que j'ai fait en effet toute ma vie. Quand j'avais 20 ans, vous savez, 22 ou 23 ans, j'ai été confronté, et ça, je raconte ça aussi dans le détail, et j'y retourne d'ailleurs 50 ans après. Au premier moment de ce genre, c'est la guerre du Bangladesh. On est en 1971, on est 25 ans après, après la Shoah, et il y a sur la chaîne unique de télévision de l'époque l'information comme quoi il y a un génocide qui se joue à l'autre bout du monde, au Bangladesh, pays dont personne ne connaît même le nom. Voilà. Et puis je vois des images. Et puis j'entends la voix d'un grand écrivain que j'admire déjà infiniment, quoique plus secrètement qu'aujourd'hui, André Malraux, qui appelle à la constitution d'une brigade internationale pour Bangladesh. Ben voilà, je sors de l'école normale, j'ai 22 ans, 23 ans, j'y vais. Et j'en rapporte mon premier livre qui est publié en 73, etc. Voilà, c'est ça que j'ai ressenti tout de suite et souvent. Et dans ce livre, c'est pour moi un des moments les plus bouleversants de ce petit livre. C'est le moment où, 50 ans plus tard, un demi-siècle, je retourne sur les lieux de cette première équipée. Voilà. Le Bangladesh a 50 ans aujourd'hui. Ça fait 50 ans qu'il s'est libéré, libération à laquelle j'ai assisté. Et je suis invité pour la célébration. Je suis accueilli. Je raconte tout ça par des chœurs d'enfants avec des tambours et des trompettes et des banderoles qui me souhaitent la bienvenue et qui semblent se réjouir de mon retour. Welcome back, Mr. Bernard. Welcome back, Bernard-Henri Lévy. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 50 ans après, d'abord, je suis content d'être toujours là. Content d'être à peu près fidèle, et même assez fidèle, et même très fidèle, à cet autre moi-même que j'ai été et que je suis toujours. Et je suis très triste de voir qu'en revanche, les Bangladeshis eux-mêmes sont encore plus mal aujourd'hui qu'ils étaient il y a 50 ans. Et donc, je repars à la bataille. Voilà. Alors, avant que Bernard-Henri Lévy reparte à la bataille, je pense qu'il faut lire son livre pour comprendre pourquoi il repart à la bataille demain ou après-demain. Donc, ça s'appelle « Sur la route des hommes sans nom ». Je le montre pour ceux qui regardent en vidéo. Paru chez Grasset cette semaine. Et franchement, c'est un livre très, très émouvant. C'est effectivement notre génération, la mienne, la vôtre, qui a fait des erreurs et qui s'est battue et qui a eu aussi des succès et qui, voilà, qui a au moins agi, a fait des choses. Donc, merci encore, Bernard-Henri Lévy, d'être venu ici. Et je ne vous demande pas où vous partez demain ou après-demain. En tout cas, bon voyage. Merci.